Alors la sociologie, est-ce qu'elle est en danger et si c'est le cas, d'où vient vraiment la menace? C'est la question, un peu provocatrice on va le voir, que posent Gérald Bronner et Étienne Géhin dans leur livre Le danger sociologique. On va donc se pencher sur cette analyse pour bien comprendre ce débat qui fait pas mal de vagues dans le monde universitaire. Dans cet ouvrage, la thèse est assez surprenante. Pour les auteurs, la plus grande menace pour la sociologie ne viendrait pas de l'extérieur, non, elle viendrait de l'intérieur même de la discipline. C'est vraiment la question qui va nous servir de fil rouge. Est-ce que certains courants de la sociologie, à force de vouloir être critiques, ne finissent pas par, en quelque sorte, scier la branche sur laquelle ils sont assis, à savoir leur propre crédibilité scientifique? Bon, pour commencer, il faut être juste. La sociologie a depuis toujours eu des détracteurs. La discipline fait face à des pressions politiques, institutionnelles, qui sont bien réelles. Et ces exemples, ils parlent d'eux-mêmes. Que ce soit dans le Japon impérial ou en Suisse aujourd'hui, on voit bien cette méfiance politique tenace envers les sciences sociales. Elles sont souvent vues comme inutiles, voire même un peu subversives. Mais d'après les auteurs du livre, ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Et c'est là que leur argument devient vraiment piquant. Bronner et Géhin y retournent complètement le projecteur. Pour eux, le problème fondamental, le vrai de vrai, ce sont les dérives internes à la discipline elle-même. Et pour prouver ce qu'ils avancent, les auteurs ne se contentent pas de théories. Ils s'appuient sur des cas très concrets, des scandales qui ont secoué le monde académique et qui, franchement, ont l'air tout droit sortis d'une comédie. Premier cas. Imaginez un peu. Une astrologue très médiatisée qui obtient la mention très honorable pour sa thèse de sociologie à la Sorbonne. Cette phrase, elle est tirée de sa soutenance. Évidemment, la communauté scientifique a crié au scandale, mais le fait est là, la thèse a été validée. Autre exemple, cette fois-ci dans une revue académique sérieuse. On tombe sur cette phrase, un petit bijou de jargon postmoderne qui mélange des concepts philosophiques. Le résultat, sorti son contexte, paraît, complètement vide de sens. Et que dire de ce titre-là? Un mélange improbable de physique quantique et de sciences humaines qui semble, pour le moins, obscur. On se demande ce que les responsables de la revue ont bien pu y comprendre. Et voilà le retournement de situation. Que se cache-t-il derrière ces citations? Eh bien, la thèse sur l'astrologie était un vrai scandale académique. L'article sur l'autolib, c'était un canular monté de toutes pièces par 2 sociologues pour tester le sérieux de la revue. Et l'article sur la gravitation quantique, c'est le fameux canular du physicien Alan Sokal. Le simple fait que ces textes aient pu passer, qu'ils aient été publiés ou validés, révèle selon les auteurs un manque de rigueur assez alarmant. Alors comment on en est arrivé là? Comment expliquer ces ratés? Les auteurs identifient plusieurs problèmes de fond qui gangréneraient une certaine sociologie. Le premier souci, c'est ce qu'ils nomment la dérive métaphysique. En gros, c'est quand on commence à parler de concepts, comme le capitalisme ou l'État, comme s'il s'agissait de personnes, d'acteurs conscients, qui ont des intentions, qui veulent ou qui agissent. Ça donne une vision du monde un peu étrange, où des forces obscures et invisibles tireraient les ficelles. Et cette dérive, elle mène souvent à un raisonnement un peu bancal, le fameux qui prodest. À qui profite le crime? On observe un phénomène, disons les inégalités, on voit qui en bénéficie et hop, on en déduit que ces bénéficiaires ont tout manigancé depuis le début. C'est une logique qui en fait ressemble beaucoup à celle des théories du complot. Forcément, cette approche a des conséquences politiques. Souvenez-vous, après les attentats de 2015, cette petite phrase de Manuel Valls avait provoqué un tollé. Ce qu'elle visait, c'était une certaine sociologie qui, en se focalisant uniquement sur les causes sociales de la violence, donnait l'impression de déresponsabiliser complètement les individus. Là, on touche vraiment au cœur du conflit théorique. D'un côté, il y a la vision déterministe. Pour elle, l'individu est une sorte de pion, le jouet de forces sociales qui le dépassent. Et de l'autre, la vision analytique. Là, les phénomènes sociaux sont vus comme la somme, l'agrégation de plein d'actions individuelles menées par des acteurs qui ont de bonnes raisons de faire ce qu'ils font. Face à ce qu'ils appellent un danger, Bronner et Géhin ne se contentent pas de critiquer. Ils proposent une alternative, une autre façon de concevoir la sociologie. Cette alternative, elle repose sur un principe fondamental, l'individualisme méthodologique. Attention, ça ne veut pas dire que l'individu est un électron libre tout-puissant. Non, ça veut simplement dire que pour expliquer un phénomène social, il faut toujours repartir de la base. Les actions, et surtout les raisons d'agir, des individus. Pour bien comprendre, prenons une petite analogie. Imaginez un extraterrestre qui débarque sur Terre et qui observe le trafic. Il verrait les voitures s'arrêter net devant un feu rouge. Il pourrait en conclure qu'une force mystérieuse, une sorte de champ de force, émane du feu et immobilise les véhicules. Sauf que nous, on sait bien que l'explication n'est pas dans le feu de signalisation, elle est dans la tête des conducteurs. Ils s'arrêtent parce qu'ils connaissent le code de la route, parce qu'ils anticipent ce que les autres vont faire, et bien sûr parce qu'ils veulent éviter un accident ou une amende. C'est la somme de toutes ces décisions individuelles qui crée un ordre social, le trafic fluide.
Et ce qui est assez fascinant, c'est que les auteurs montrent que même Émile Durkheim, qui est un peu le père de la sociologie déterministe, a dû lui-même contourner sa propre règle. Dans son grand livre sur le suicide, pour expliquer un fait social, les taux de suicide, il est obligé de faire appel à la psychologie, à la nature des désirs humains. Une petite contradiction qui en dit long sur le besoin de prendre en compte l'individu. Alors, on pourrait se dire que tout ça, ce n'est qu'une querelle de spécialistes, une tempête dans le verre d'eau du monde universitaire. Mais en réalité, les enjeux sont bien plus larges. En fait, ce qui est en jeu, c'est la capacité de la sociologie à être prise au sérieux, à produire des connaissances solides et au final, à être utile à la société. Si elle est perçue comme un simple discours politique ou un jargon incompréhensible, elle perd toute sa raison d'être. Finalement, tout ce débat se résume peut-être à cette question essentielle. Ces deux objectifs, critiquer et comprendre, sont-ils vraiment compatibles ? Est-ce que l'un doit forcément prendre le pas sur l'autre ? On peut se demander si, à force de vouloir à tout prix critiquer, une partie de la sociologie n'a pas un peu oublié l'ambition première de toute science, simplement essayer de comprendre le monde qui nous entoure. La question, elle, reste ouverte.